Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir accepté notre communication. Ah, c'est pas avec l'ordi, évidemment, c'est avec ça. Sur la flèche, j'imagine. Notre travail porte sur les sommets Cévenol, Mont-Lozère, Mont-Aigoual, que voici. Ces deux montagnes font partie des 11 massifs connus dans le Massif central qui dépassent les 1400 mètres d'altitude. On voit ici aussi que la superficie d'altitude du Mont Lozère est très importante et beaucoup plus importante que celle du Mont Aigoual. Ces deux montagnes ou massifs sont situés en zone cœur du Parc national des Cévennes, dont certains collègues sont présents là aujourd'hui, et sont situés proches du bassin versant méditerranéen et des influences méditerranéennes qui sont toutefois les plus marquées côté Mont Aigoual, ce qui peut un peu étonner des fois quand on parle des sommets subalpins très froids. Le Méditerranéen n'est pas loin du tout. Et là, c'est une carte récente, la première carte du parc qui prend en compte l'étage subalpin sur le Mont Aigoual. Alors, notre travail s'inscrit aussi dans un contexte d'ordre climatique. Je me suis permis de reprendre cette magnifique modélisation réalisée par Alexandre Poirot, qu'il a présentée dans un webinaire sur les tourbières et le climat en 2022. Donc à gauche, un peu les îlots froids connus actuellement à l'échelle du Massif central, qui d'après cette modélisation, côté droit, auraient presque tous disparu à l'échelle 2070. Je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je trouvais ça relativement parlant comme cartographie. Et puis un autre travail par le Parc des Cévennes, peu avant, sur l'adaptation du territoire du parc au changement climatique considéré en cours. Là, c'est un graphe qui présente les anomalies des températures maximales observées sur le Mont Aigoual depuis plusieurs décennies, avec notamment des anomalies évidentes ici depuis les années 80. Voilà, donc notre intérêt pour les zones d'altitude est aussi en lien avec peut-être ces changements attendus, voire déjà observés en partie. Alors, le Mont Aigoual culmine à 1567 mètres et reçoit énormément de précipitations par an. C'est un peu un des châteaux d'eau de la France du Massif central, avec plus de 2 mètres là. Et son flanc sud est surtout schisteux et particulièrement escarpé sur cette photo-là. Et j'avais oublié de dire qu'il est particulièrement proche de la ville de Montpellier, à 1h30 de route seulement, où je travaille. Et de temps en temps, il y a des candidats qui débarquent chez moi pour dire Papy Kleczewski, on aimerait faire un stage avec toi là, mois de juin-juillet. Et bon, on est à Montpellier, donc juin-juillet, pas super. Et ça nous a évoqué l'idée de commencer un travail avec eux sur les sommets Cévenol justement, parce que la période de juin-juillet est particulièrement propice, en tout cas favorable pour un stage pendant ce temps-là. Et ce travail-là est donc avant tout basé sur des stages, du bénévolat, l'envie de compléter les connaissances sur ces massifs-là et une volonté d'accompagner les jeunes sur leur formation en fait. Ce n'est pas un cadre très particulier, spécifique. Le Mont Aigoual, situé très proche de Montpellier, du coup, est un massif relativement bien connu. Il est parcouru par les botanistes depuis le XVIe siècle. Et deux travaux particulièrement connus sont ceux de Bront-Blanquet, sa thèse fondatrice La phytosocio en 1915, et le catalogue de la flore du massif en 1933. Et entre ces deux travaux-là, il a publié une autre œuvre magistrale, en fait, peut-être moins connue, sur l'origine et le développement des flores dans le Massif central.
C'est un peu son dada, je suppose, la phytogéographie en fait. Et cette œuvre-là, c'est 280 pages sur la répartition des espèces dans le Massif central, les hypothèses d'où vient-elle, etc. Et c'est particulièrement intéressant et il commence à mettre en évidence ce qu'il appelle les espèces survivantes glaciaires ou reliques glaciaires. Et puis en 1953, il publie un autre essai où il compare un petit peu la végétation justement du mont Aigoual à celle du mont Lozère. Mont Lozère, une espèce de crête immense qui culmine vers 1700 mètres d'altitude, qui reçoit autant de précipitations que l'Aigoual et qui, elle, est constituée avant tout de granit en fait, avec des éboulis, des chaos rocheux de ce type-là. J'y reviendrai plus tard. Massif Mont Lozère très peu connu à l'échelle, pour la flore et la végétation. Une des rares publications sur ce massif-là, en 1967, c'est un instituteur, Pierre Brezol, qui a cartographié le massif. Allez savoir pourquoi, par passion, parce qu'il habitait juste à côté. Et c'est le seul qui a dressé des limites d'étages pour ce massif-là, dont l'étage subalpin, qu'il dit correspondre à la série du Genévrier nain. C'est bien comme définition que là, mais il n'en dit pas plus. Donc si aujourd'hui on voulait refaire la même chose, on ne saurait pas comment faire. Et c'est un peu notre point de départ, si vous voulez, pour notre travail sur le mont Lozère, en fait. Donc nos objectifs, c'était de fournir une délimitation argumentée des étages subalpins sur les deux massifs et de produire un état des lieux actualisé des populations d'espèces végétales qu'on peut considérer comme caractéristiques de cet étage. Donc il y a plusieurs binômes, des petites équipes de stagiaires, bénévoles, des collègues qui sont passés pendant 2-3 ans sur les deux massifs et qui ont produit certains résultats, dont les premiers ont été publiés en 2020 dans le numéro 1 de la superbe revue Massif Central Biome. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur les résultats Mont Aigoual, déjà publiés, mais un peu plus sur le Mont Lozère. Mais dans cet article-là, on avait détaillé notre méthodologie de délimitation de l'étage, qui repose beaucoup moins, pas du tout, sur la présence d'espèces, mais elle est d'ordre structurel dans la mesure où la transition du montagnard vers le subalpin est marquée par des hêtres qui ne sont plus des hêtres en futaie, mais des hêtres rabougris, tortueux, qu'on observe très facilement sur le terrain de cette façon-là. Et le port rabougris tortueux induit plus de lumière en strate herbacée, qui, elle, va être constituée par notamment des espèces de mégaphorbées, donc plutôt des zones humides, mais là, en dehors des zones humides. Sur la photo, par exemple, l'adénostyle à feuilles d'alière, avec beaucoup d'ail victoriale. Et tout ça, ces critères-là, ont été définis sur la base d'une bibliographie à l'échelle mondiale par cet article cité de Loewe en 1970, qui arrive à cette conclusion-là, qu'à l'échelle mondiale, on peut délimiter les deux étages sur ces critères-là. Excusez-moi. Donc, un de mes stagiaires, Benjamin Guillon, avait débarqué dans mon bureau en disant « Bon, je viens de faire la traversée de la France à pied et sans argent, et j'ai envie de faire un stage avec toi. » J'ai dit « Oh, cool, je pense que ce gars-là, je vais pouvoir l'envoyer pendant 2 mois au camping du Mont Lozère. » Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Benjamin, il a commencé par faire cette vingtaine de transects sur l'ensemble du massif pour aller chercher, le long du transect, les critères de délimitation des deux étages. Donc ça, c'était un peu la base. Et puis, pour l'inventaire des espèces, caractéristiques subalpines, on a bénéficié de l'export des données de la base du parc national, avant tout. Et puis, on a réalisé les prospections de terrain avec des pointages systématiques des espèces visées, tous les 50 à 100 mètres environ. Et là, vous avez une capture d'écran de notre base
sur le mont Lozère actuel, qui montre qu'on a pas mal de données maintenant, même s'il reste des zones qui n'ont pas été prospectées, il faut le dire aussi. Et de manière générale, pour les espèces subalpines, on a pu, de cette façon-là, tripler à peu près le nombre de données disponibles. Donc je vais vous présenter un petit peu les résultats maintenant. D'abord sur la délimitation des taches subalpins sur le mont Lozère. Alors, en jaune, la limite qui avait été cartographiée par Brezol. En rouge, celle que nous avons trouvée, nous, avec Benjamin, qui porte sur une superficie qui est beaucoup plus importante que celle cartographiée auparavant. Et puis, juste pour la comparaison, hein, les taches subalpins sur le mont Aigoual est beaucoup plus restreint. Et tout ça sur les critères, encore une fois, de Leveux. Donc, c'est des critères bien définis qui pourront être repris plus tard. Ça a au moins ce mérite-là. Et puis, pour l'inventaire des espèces caractéristiques du subalpin, sur le mont Aigoual, on avait opté pour une représentation par nuage de points. Bon, c'est pas forcément super lisible et peut paraître un petit peu chaotique. Du coup, pour le mont Lozère, on a choisi une représentation par maille de 250 mètres sur 250, avec 3 couleurs, des données anciennes, bon, avant 2021, qui n'ont pas été revues, en orange, en vert, des données anciennes revues, et en jaune, les données nouvelles. Donc là, je vais vous présenter quelques cartes où vous allez pouvoir apprécier le niveau de connaissance actuel, avec en rouge la limite de l'étage subalpin comme on l'a défini nous. Alors, je vais présenter quelques espèces caractéristiques de l'étage. Du coup, commencer par les rêles des marais à petites feuilles, espèce très caractéristique de l'étage qui peut dominer des groupements de landes de façon très marquée, notamment sur le mont Lozère. Elle est beaucoup plus restreinte sur le mont Aigoual, c'est vraiment très relictuel. C'est une espèce qui est répartie un peu partout sur les sommets du Massif central. Elle est sur les 2 massifs cévenols et n'a pas de statut actuellement de protection ou de statut SNIEF. Et puis sur le mont Lozère, elle est très répandue. Il y avait relativement peu de données au préalable qu'on a pu donc compléter de cette façon-là. Et elle a une répartition proche de celle du jonc trifide, Juncus trifidus, qui est une espèce dite caractéristique des étages subalpins et alpins, hein, dans les massifs alpins pyrénéens, et qu'on trouve sur le mont Aigoual dans des groupements de pelousanards, plutôt herbacées, voilà. Et de ce fait, je m'attendais sur le mont Lozère, que je connais beaucoup moins bien, de la trouver un petit peu partout, parce que des nardets, il y en a sur des milliers d'hectares. Résultat, pas du tout. Sur le mont Lozère, le jonc tyrifide se trouve qu'à des endroits comme ça, aux abords, voire dans les chaos rocheux ou sur des pentes rocailleuses. Allez savoir pourquoi. C'est une espèce qui, à l'échelle du Massif central, n'existe que sur les sommets cévenols. Les autres points, là, si j'ai bien compris, sont erronés. Hein. Bon, c'est l'INPN. Et avant, elle était peut-être déterminante, je ne sais plus. En tout cas, actuellement, dans la nouvelle version, elle a perdu ce statut. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Fred Andrieux, qui s'occupe de ces statuts du CBN méditerranéen. C'est juste lié à la méthodologie un peu actuelle et un peu différente de ce qu'on avait avant. Et ça, c'est encore éventuellement en cours de modification, parce qu'on constate qu'effectivement des enjeux localisés comme ça, qui répondent à des critères un peu particuliers, n'ont peut-être pas tout à fait bien été pris en compte. Donc ça se trouve, elle va redevenir SNIEF Occitanie un jour. Et puis pour sa répartition actuelle sur le mont Lozère, voilà, à l'image de ce qu'on avait avant. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais plus, excusez-moi. C'est une espèce relativement localisée. On a juste pu apporter quelques points en plus, comme ça. Voilà, elle est très restreinte.
La pulsatille du printemps, pour le parc national, une espèce un peu emblématique du Mont Lozère. Peu fréquente, franchement. On n'a pas forcément retrouvé les anciens points, on en a trouvé quelques-uns, des nouveaux. Et c'est elle qui, à l'image du jonc trifide, est quand même relativement restreinte en répartition. Et à l'échelle du Massif central, elle est relativement répandue. Dans les Cévennes, elle est que sur le Mont Lozère, elle est protégée nationale et elle est restée déterminante NIEF, celle-là. Et je terminerai par le fantastique Lys de Saint-Bruno, qui lui est lié à... Enfin, il affectionne particulièrement ces groupements d'affinités peut-être un peu thermophiles à fétuques paniculées, qui effectivement sont très répandus sur les pentes, souvent exposées côté est, sud, ouest du Mont Aigoual. Et qu'on a trouvé, enfin qui est connu que dans quelques points, ici les points bleus sur la partie sommitale du Mont Aigoual. Et à l'échelle de la France, ça donne ça, donc 3 localités connues dans le Massif central uniquement. Elle était déterminante NIEF avant. Même problème que pour le jonc trifide. La méthode ne l'a pas prise en compte actuellement. Elle est protégée en Auvergne. Personnellement, j'aurais trouvé très cohérent qu'elle soit aussi protégée en Occitanie. Elle le mérite certainement. Voilà, on a produit une synthèse cartographique où on a reporté le nombre d'espèces subalpines par maille pour les 2 massifs. Ça donne pour le Mont Lozère cette carte-là. Voilà, de façon plus ou moins attendue, la majorité des espèces se concentrent sur les parties proches des crêtes. On voit qu'il y a encore des zones où les données restent à compléter, il faut avouer. Et sur le Mont Aigoual, beaucoup plus petit, où les mailles sont de 100 mètres sur 100 seulement, c'est pas exactement la même chose, puisque les espèces se concentrent sur un secteur que Braun-Blanquet avait déjà identifié à l'époque, à savoir le pic de la Fajole côté sud-est, là, avec son sentier des botanistes, qui n'est pas l'endroit le plus élevé du massif, mais qui est l'endroit le plus diversifié en termes de structure et de substrat géologique. Et Braun-Blanquet avait dit la même chose à l'échelle du Massif central. Les massifs qui ont le plus d'espèces reliques glaciaires sont ceux qui sont les plus diversifiés en termes d'orographie et de géologie. Voilà, donc en termes de conclusion, on apporte une première vision d'ensemble de l'étage subalpin sur ces 2 massifs cévenols. Toutefois, ça reste à compléter. J'en appelle aux bénévoles et aux autres collègues du CBN, du CEN et autres. On met à disposition une cartographie actualisée des zones où se concentrent les enjeux qu'on pourrait éventuellement considérer comme non seulement relictuels mais aussi exceptionnels. Et toutes ces données sont versées dans le SINP, sont donc disponibles en totalité pour éventuellement peut-être les suivis à venir. Et j'en finirai avec un grand merci à tous les stagiaires, bénévoles, collègues qui ont fourni un travail énorme. Et puis un merci au Parc des Cévennes aussi pour la mise à disposition des données. Ça ne va pas de soi et je vous remercie de votre attention. Bon, ben, comme toujours, hein, je vous laisse poser 1 ou 2 questions. Moi, j'en aurai une, je crois, après. Merci. Oui, vous avez dit que, d'après les prédictions climatiques, en 2070, je crois, si je ne me trompe pas, il n'y aurait plus d'étage subalpin dans le secteur, c'est ça? Je suis désolé, je n'ai pas compris. Ah, pardon. Vous avez parlé des prédictions climatiques, je crois,
pour l'avenir, et Oui. que normalement, d'après ces prédictions, en 2070, on n'aurait plus de climat de type subalpin, comme vous l'avez montré sur le secteur. Et est-ce que vous avez, je n'ai pas cru entendre que vous ayez des données historiques qui, par exemple, vous parlez de certaines espèces. Est-ce qu'il y a des espèces qui ont disparu déjà depuis l'époque de Brand-Blanquet ou d'autres auteurs qui montrent déjà un début de disparition de cet étage pour 2070 ou pas? Ouais, on avait réussi à le mettre en évidence sur le mont Égual, puisqu'on avait travaillé dessus en détail et déjà publié dessus. On avait conclu qu'on voyait ce genre de régression sur une seule espèce. Là, c'était Veronica fruticans, la Véronique des rochers, qui était indiquée par Brand-Blanquet de façon très précise. À certains endroits, il la disait très abondante. Et je l'ai retrouvée sur un seul rocher avec un seul pied. Donc il y a forcément eu régression qui peut être éventuellement liée aussi aux actions de reboisement, puisque il y a eu des différentes espèces de pins plantés à cet étage-là. Pourquoi? De notre point de vue, c'est presque pas très cohérent parce que c'est un étage de toute façon de transition entre les milieux ouverts et la forêt qui bataille en fait comme ça. C'était pas une action de reboisement, c'était une action de boisement en fait. Voilà, donc c'est les régressions dont je peux parler, il n'y a que celle-là actuellement. D'accord, donc est-ce que vous pensez au fond de vous-même qu'en 2070, il y aura réellement plus d'étages subalpins et toutes ces espèces disparues, d'après ce qu'on peut savoir sur les quelques dizaines d'années déjà de changement climatique? Je sais bien que le changement climatique s'accélère, on le voit bien, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est raisonnable de penser qu'en 2070, il y aura tout cet étage subalpin disparu? Je vous demande ça parce que nous, sur le massif du Sancy, avec Julien en parlera demain, mais on a vu plutôt une augmentation de la diversité sur 35 ans, je crois. Après. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Ouais. J'avais posé la question dans le titre de ma communication, en fait, et vous aurez constaté que j'avais pas trop envie de m'étendre là-dessus, tout simplement parce que personnellement, je suis l'avis des modélisateurs, hein, et on pourrait aussi citer un autre graphe du parc des Cévennes que j'ai pas montré, qui montre que les effets sont atténués en altitude, en fait. Les écarts sont moins importants sur les sommets que dans les vallées. Donc les effets sont atténués, mais pour avoir vu le massif de l'Igual maintenant depuis plus de 25 ans, on voit déjà des types de végétation qui changent de façon très nette, hein. Il y a des landes à calunes qui, d'une année à l'autre, ou presque, ont complètement basculé vers des pelouses d'ordre plus thermophile. Ça va vite et c'est continu en fait comme effet. Donc malheureusement, les inventaires qu'on a fait là sont des espèces d'état zéro de quelque chose qui risque de disparaître, mais j'avoue que j'avais pas envie de conclure là-dessus en fait. Voilà, par malaise en fait, si vous voulez. Aymeric Sulmon, justement du Parc National des Cévennes, j'ai bien apprécié ton travail et le travail de tes stagiaires que j'ai croisé une fois sur le terrain. Et donc c'est un travail hyper important parce que nous au parc on se pose la question de comment conserver effectivement toutes les spécificités de cet étage subalpin et de toutes les espèces qu'elle abrite. Notamment il n'y a pas que des espèces vasculaires, il y a énormément de lichens et de mousses qui sont spécifiques de cet étage et qui auraient d'ailleurs permis de compléter d'ailleurs la définition sans doute. On arrive à deux grosses menaces en fait sur cet habitat. L'une qui est liée à des pratiques agricoles qui ont de plus en plus d'impact, notamment les fameux écobuages, qu'on retrouve maintenant sur des zones subalpines. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait absolument limiter, mais travailler avec le monde agricole, ça demande beaucoup de diplomatie, c'est pas facile. Mais on a déjà des dégâts qui concernent cet habitat avec la pratique des écobuages qui est complètement délétère. On va passer d'une lande à calune ou à RL à une banale lande à genêt purgatif.
Et ça, c'est très problématique. L'autre menace dont tu parlais, mais je viens à poser du coup cette question, est-elle vraiment une menace? C'est le reboisement de populations évidemment subnaturelles, c'est pas tout à fait vrai, c'est les plantations de pins accrochés. On a sur la partie est du Mont Lozère toute une zone qui est recouverte de pins accrochés. C'est une dynamique qui a été provoquée par l'homme, mais qui est maintenant très entamée. Il y a une volonté d'essayer de retrouver des belles landes comme nos cartes postales d'antan sans un seul arbre. Est-ce que c'est souhaitable, sachant que c'est un habitat qui n'a pas de sortie disponible? Franchement, je me pose la question moi, de la dynamique forestière qui est engagée là-dessus. Certes, le pin accroché n'est pas autochtone sur le Mont Lozère, ou c'est pas encore prouvé. En tout cas, il a été bien planté. Qu'est-ce qu'on fait de cette dynamique? C'est vraiment, nous, pour l'instant, moi, personnellement, je me pose la question. Est-ce que ça va faire disparaître des espèces? Je ne sais pas. Et après, dernier point, pour compléter des disparitions documentées, c'est impossible de documenter une disparition, mais il y a certaines espèces qui ont été citées, notamment un lichen que certains connaissent peut-être, Solorina crocea, qui est un lichen orange, qui est vraiment typique de l'étage subalpin, et qui a été cité sur le Mont Lozère à 2 reprises, jamais retrouvé. Moi, j'ai beau chercher plusieurs fois, je ne l'ai pas retrouvé. Si, un collègue l'a retrouvé. Oui. Ah, vous l'avez retrouvé? Ah voilà, mais ça, tu vois, c'est des données qu'on a. De l'ONF? Comme on dit, il y a une phrase qui dit ça, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et ouais, c'est pas facile de documenter une absence. Ouais. Juste pour répondre à ta question sur la forêt, l'anecdote du Mont Aigoual, c'est il y avait des grandes étendues plantées en pin accroché à l'échelle, enfin au niveau subalpin, y compris sur des stations à Paradisea, justement, qui est suivie par le parc. Moi, je les ai connues assez belles, ces forêts à pin accroché, on pouvait les considérer comme une menace, etc. Et ben, il y a une dizaine d'années ou quoi, figurez-vous que l'ensemble de la forêt là-haut a crevé dans l'espace de 3 ans. Voilà, et il y avait encore les landes pelouses par-dessous qui, du coup, redeviennent encore un peu plus typiques et tout ça. Et puis, les pins accrochés sont coupés au fur et à mesure. Pour moi, ça montre qu'il n'est pas à sa place là du tout. Il y a peut-être 2 espèces de stations reliques dans des tourbières, mais enfin, on ne voit pas. Oui, il doit être contenu par endroits et c'est bien qu'il soit coupé sur le Mont Lozère de temps en temps pour pas qu'il progresse trop. Mais moi, ça m'avait marqué le fait que tout crève d'un coup là comme ça. Mais il était mort de quoi? C'était non, c'est la sécheresse ou... Je sais pas. Personne ne sait, je pense. D'ailleurs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des phases d'écroulement du pin accroché. Mais il n'est pas complètement mort. Enfin, sur le Mont Lozère, on l'observe ça. Et derrière, ce que tu vois apparaître, c'est du sapin et du hêtre en sous-étage. Donc, potentiellement, il y a une dynamique forestière qui est engagée à certains endroits, en tout cas. Il faudra se poser la question. À mon avis, ça reste intéressant de pas forcément de faire du tout noir tout blanc dans la gestion de cette dynamique, quoi. C'est du subalpin. Il y a toujours un peu des arbres dans le subalpin et c'est normal, mais ils fermeront jamais le milieu, comme on a l'habitude de dire, sous forme de futaie. Ok. Bon, merci Mario, il est 59. On a un timing.